Bonsoir à tous. Eh bien, voilà, on est le 5 septembre 2021 et je fais ce Twitch dans le cadre de l'exposition Les Apparences à 100 mètres du centre du monde à Perpignan. Voilà, c'est une exposition avec 50 peintres de la scène française, 50 peintres vivants, dont 4 morts, mais voilà. Et, et dans le cadre de cette exposition, j'invite des artistes sur Twitch. La semaine dernière, c'était Cyrielle Gulaxi. La semaine prochaine, ça sera Katia Bourdarel. Et aujourd'hui, eh ben, c'est Julien Benetton. Je suis très content de l'avoir avec nous. On va parler de son travail. Si vous voulez poser des questions sur Twitch, n'hésitez pas. Pour poser des questions, il faut être inscrit à Twitch, mais il n'y a pas d'engagement quoi que ce soit. Mais n'hésitez pas à lui poser des questions et on posera vos questions à la fin de notre petit entretien. Bonjour Julien, Bonjour, ça va? ça va bien. Il m'avait promis un décor très sexy, et ben voilà. C'est le placard. On va commencer tout de suite avec ton premier tableau. Et j'étais très content parce que quand je demande aux artistes de montrer leur travail, il y en a beaucoup qui montrent leur travail sur 4-5 ans. Et là, toi, tu es parti 15 ans plus tard, 15 ans plus tôt, donc en 2006. Ce qui montre aussi, je trouve, la cohérence de ton univers, puisque il y a déjà presque ton monde dans ce tableau. Donc, il s'appelle New York City J-Rock, c'est ça? J-Rock? J-Rock, ouais. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, oui, bien sûr. J'aurais pu même assumer des tableaux un peu plus tôt, mais en fait, New York, ça a été en 2006 pour moi presque un pèlerinage. Et du coup, là, je peins quelqu'un que j'ai rêvé de rencontrer parce que j'avais lu une interview sur sa vie. Et je suis resté 3 mois à New York et j'ai juste fait l'éponge. Hein. Voilà, j'étais un peu en immersion avec un anglais pitoyable, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et j'ai rêvé longtemps de peindre le Queensbridge, mais depuis le Queens avec Manhattan à l'arrière. Et, euh, et donc, ce personnage qui s'appelle J-Rock de son surnom, il il est à ce moment-là sorti de prison. C'est un ex-dealer de crack, je crois. À cette époque-là, il avait 21 ans. Et il ne fallait pas qu'il replonge une troisième fois, sinon c'était la perpétuité. Et j'ai rencontré, grâce à un ami qui m'a beaucoup épaulé sur place, qui s'appelle François Bonura, qui a été reporter dans le magazine de rap qui s'appelait Radical. Et donc, je suis allé à Queensbridge avec François et on a rencontré J-Rock qui a accepté de poser pour moi très gentiment. Donc là, poser pour toi, c'est faire une séance de pause photographique, en fait. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Là, j'ai pris des photos et j'ai un petit peu respiré l'atmosphère, quoi. Et alors après, quand tu te mets à faire des grandes compositions comme ça, c'est plusieurs photos, parce il y a comme plusieurs perspectives, on sent un peu le collage, il y a un style comme ça que tu as trouvé très vite entre l'espace et les figures. Oui, c'est exactement ça. C'est que je cherche pas à faire du photoréalisme du tout. D'ailleurs, je suis pas assez doué pour ça. Et, euh, et en fait, c'est plus les formats sont grands, plus l'amoncellement de documents est important. Alors là, comme c'est un tableau de 3,50 m, on peut dire qu'il y a plusieurs photos pour le pont, plusieurs photos pour les arbres, plein de photos sur J-Rock. Le t-shirt, je l'ai peint en rouge parce que je trouvais ça plus beau dans la peinture et j'ai mis le nom de son blog dessus parce qu'il préférait qu'il y ait le nom de son blog dessus. Et il voulait qu'il n'y ait pas de personnage sur la peinture à part lui parce que tous ses amis lui avaient tourné le dos quand il était en prison. Donc j'ai quand même voulu peindre des personnages qui signifiaient ça. Hmm. Mais il y a une photo d'une poubelle qui a été isolée mais qui n'était pas à cet endroit-là. Donc c'est vraiment un remix de tous mes documents. Et comme je suis un très mauvais photographe, mes photos en tant que telles sont pathétiques, mais très floues. Mais en les recombinant, après, En plus, en 2006, c'était pas du numérique, c'était de non, mais l'argentique. en fait, Ouais, pardon, ouais, je t'écoute. excuse-moi. Ouais. Ouais, ben, non, j'ai évolué techniquement avec la technique.
C'est-à-dire que quand j'ai commencé à peindre, quand j'étais aux Beaux-Arts, je peignais une mémoire. Après, j'ai pu avoir un appareil Polaroid avec des Polaroids vraiment pas bons, mais qui me permettaient d'avoir au moins une structure architecturale du paysage derrière, ou un peu des gens, des silhouettes. Après, on m'a prêté un argentique de touriste automatique, et donc je développais mes photos floues, je les posais devant moi. Et après, il y a eu le numérique, et là, du coup, je pouvais développer mes photos, mais après, je les mettais sur l'ordinateur pour les visualiser. Et je pouvais en avoir beaucoup aussi avec le numérique. Et là, quand tu t'engages dans une grande composition comme ça, parce que le tableau il est gigantesque, hein, il fait 3,50 m de large, ton dessin, t'as tout préparé, tu as tout préparé la composition avant d'aller sur le tableau, ou c'est au fur et à mesure que le tableau se compose Non. Non, en fait, je dessine pas. Bon, je suis désolé, il me fait beaucoup rire. Julien me fait beaucoup rire à chaque expression de visage, donc il faut que je me retienne. J'ai un J'adore ces expressions de potentiel visage. comique Oui. inexploité. Non, en fait, je dessine pas et je fais pas d'études préparatoires. Ah, d'accord. Donc, j'attaque directement en peinture sur mon format blanc, quoi. Ouais. Du Et là, par contreplaqué. exemple, tu commences par le fond, ou tu vas vers la figure et après tu fais ce qu'il y a autour, ou... Alors, en général, ce que je fais, c'est que je fais des grandes masses de couleurs qui déterminent, grosso modo, les éléments importants dans la composition et où je les mets, que ce soit une grande bande bleue pour le ciel, une masse pour le personnage, pour l'arbre, etc. Et au fur et à mesure, j'affine. Et bien entendu, comme je ne suis pas complètement fou et parce que mon travail est détaillé, j'essaye de procéder plan par plan. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai fini le ciel pour pouvoir peindre la skyline. Et une fois que la skyline est peinte, je peux peindre le pont. Et une fois que le pont est peint, je peux peindre les arbres, etc. Parce que sinon, si j'ai fait une erreur de ciel, je suis bon pour recommencer la skyline fenêtre par fenêtre. Ça m'est déjà arrivé. Et on s'en veut beaucoup dans ces cas-là. D'accord. Alors, on va passer au prochain tableau, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ton travail, c'est que c'est la pluralité de tes sujets, puisque tu t'intéresses à plusieurs endroits du monde. Et là, par exemple, c'est le Sénégal, avec des jeunes forgerons. Et je trouve que ce qui est très réussi, c'est que tu arrives à t'adapter à chaque fois un peu à l'ambiance du coin, de l'endroit. Il y a quelque chose de l'ordre de... J'ai l'impression que tu remets en question à chaque fois ta peinture en fonction du lieu, quoi. Il y a quand même quelque chose... C'est pas les mêmes gammes colorées, c'est pas le... Tu arrives à trouver une ambiance différente à chaque endroit, quoi. Je sais pas comment définir ça, mais je veux dire, j'ai l'impression que tu vas pas forcer tu forces pas le paysage à ta peinture, mais que c'est le contraire, tu t'adaptes à l'endroit où... Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, l'atmosphère, comme tu le disais, Thomas, est très importante. Donc, du coup, j'essaye de... je prends des photos, mais je regarde beaucoup. Et en plus, je prends pas les bonnes photos au bon moment, avec les bonnes lumières et tout. Donc, du coup, c'est par la peinture que j'arrive finalement à sauver ce que je veux montrer. Mais par contre... pour donner un ordre d'idée, par exemple, bon, là j'ai fait un voyage en Mauritanie et au Sénégal en 2007. Et en fait, pour donner un exemple, New York, c'est une ville que j'ai dû un petit peu salir dans ma peinture pour retrouver la patine que je ressentais de la ville. À l'inverse, la Mauritanie ou le Sénégal, il y avait des sacs plastiques partout dans les rues, j'ai trouvé ça beaucoup. En fait, si je peignais, par exemple, tout ce que je voyais comme déchets par terre, on aurait pu même croire que j'exagérais les choses et je trouvais que ça collait pas à ce que je ressentais. J'avais pas envie, par exemple, de peindre une décharge à ciel ouvert si on voyait plein de sacs plastiques dans la rue. Donc j'enlevais plutôt des sacs plastiques, par exemple en Mauritanie, et j'en rajoutais à New York. Pour prendre ces deux exemples-là, après et après pour les atmosphères, moi je me trouve pas hyper bon en atmosphère. Je fonctionne plutôt par couleur, par résonance de couleurs les unes à côté des autres et en niveau d'usure d'un bâtiment, des choses comme ça. Je fonctionne vraiment par zone. L'atmosphère générale, c'est pas du... Mais ça se fait tout seul après. C'est une fois que tu as Ouais, fait ouais. le... En fait, j'y réfléchis pas trop. Ouais. Je suis très instinctif, excuse-moi. Il y Voilà, a un autre truc que j'aime beaucoup dans tes tableaux, c'est qu'il y a un côté éthique presque avec
avec les personnes qui sont présentées. C'est-à-dire qu'on sent qu'elles savent qu'elles sont peintes. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... On sent qu'elles posent pour la peinture, quoi. Il y a une présentation comme ça, très franche. T'es pas en train de voler une image, quoi, ou de faire semblant qu'il n'y a pas de peinture. Là, c'est vraiment des gens qui sont là et ils assument cette chose-là d'être peints. C'est quelque chose qui te parle ou... Oui, oui. Oui, c'est Ayane qui dit Contrat de conscience dans une de ses chansons, c'est un titre, et moi je l'applique un peu à mes sujets. En général, je peux faire des photos volées, donc des peintures entre guillemets, des portraits volés, mais c'est rare. En général, bon là c'est pas le cas pour les jeunes forgerons, mais je restitue l'image aux gens du tableau que j'ai fait d'eux. Pour donner un ordre d'idée, J-Rock, il a une photo de la peinture que j'ai fait de lui qui trône sur la cheminée chez sa mère, m'a-t-on dit. Et du coup, j'en suis super fier, hein, d'ailleurs, je suis très content qu'il l'assume, mais c'est important pour moi. Et là, bah, par exemple, ils ont posé pour moi, les jeunes forgerons. Après, pour moi, ce qui était... je leur vole pas leur image, je les arrête dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est une situation que je déteste, en fait. Je supporte pas d'être intrusif, je suis plutôt réservé comme garçon. Et là, du coup, c'est vraiment je me force à déranger les gens. Là, ce qui était intéressant pour moi dans ce tableau, c'est que quand je suis arrivé à Saint-Louis, j'ai été assailli par la mendicité des enfants et la pauvreté. Et c'était très, très violent. Et du coup, j'ai dû réagir moi aussi violemment. J'ai compris aussi que c'était des enfants qui étaient forcés à faire de la mendicité parce que les parents les laissaient à un marabout sous couvert d'éducation coranique. Et la première chose qu'ils devaient faire pour manger, c'était aller mendier. Et du coup, en voyant ces deux jeunes qui avaient 12 ans et qui pliaient du métal comme des hommes, c'est un truc où on se dit, mais c'est dingue. 12 ans, ils font ce métier-là, ça fait réfléchir à ce qu'on vit chez nous. Et en même temps, on se dit, mais d'un autre côté, ils apprennent un métier. Donc, je ne porte pas de jugement. Je regarde ça comme ça. Et n'empêche que ce qui est réel, là, ça ne se voit pas sur l'image du tableau, mais je l'ai montré dans la peinture. En fait, le monsieur qui est à l'arrière, l'adulte, là, qui est dans l'ombre on le voit en détail, là. Ouais. Il est en train de compter les billets. Donc, les enfants travaillaient pendant que le gars comptait les billets. Voilà. Et là, et toi, quelle est ta posture en tant que peintre là-dedans? Qu'est-ce qui fait que tu vas peindre ce sujet-là ou peindre c'est quelque chose de l'ordre du documentaire ou tu veux témoigner quelque chose ou... Témoin, c'est un mot qui a été posé sur mon travail en 2002 par Christian Bernard. Et c'est ce qui me va le mieux. On va passer à l'autre tableau qui est The Bag pour voir justement, ou The BAG, je ne sais pas ce que c'est, pour voir que tu vas d'un univers à l'autre. Donc c'est genre le bord de supermarché, quoi, c'est ça? C'est la zone industrielle. Ouais, non, là on est à Échirolles en fait, c'est ma ville natale, près de Grenoble, et on est devant le Pathé, le cinéma Pathé Échirolles. Voilà, à l'arrière-plan, il y a la vallée, sur la gauche, derrière le cinéma, il y aurait le Vercors, et à l'arrière, il y a le soleil couchant qui ne se couche pas tout à fait là normalement, mais pour la peinture, il se couchera là. En fait, il y a notre lycée, il y a mon ex-voiture qui est derrière, et là, c'est ma bande de potes d'adolescence, en fait. Donc, on va dire que c'est les mêmes 20 ans, 20 kilos plus tard au même endroit où on chillait quand on était jeune et qu'on ne savait pas quoi faire, en bon loser qui se respecte. Et là, tu as quand même presque un truc social aussi, de montrer les costumes, Enfin, il y a un côté, encore une fois, il y a un côté très presque, on va dire, sociologique à montrer un cadre avec des gens, avec des costumes. Non, mais même si c'est des gens proches de toi, non? Oui. Non, mais je veux dire, non, mais c'est pas des costumes. Oui, non, mais quand je dis des costumes, c'est des manières de s'habiller ou évidemment. Non, évidemment que c'est pas des costumes, mais ça montre c'est un univers, quoi. Oui, ce qui m'intéresse aussi, c'est pas un univers c'est plus un univers des gilets jaunes que quelque chose de l'ordre du médiatique ou de choses comme ça, quoi. Non? Alors à l'époque, j'avais pas réfléchi en termes de gilets jaunes. Non, bien sûr. Mais on est en c'est 2012. vrai que oui, on est en 2012, mais c'est vrai que là, c'est un hommage que je fais à mes amis. Je leur ai dédié une expo dans le musée de notre ville, donc je joue à domicile. Trop bien. Donc ils étaient un peu obligés de venir au vernissage. Et du coup,
on va dire que j'ai mis toute notre microculture dans un tableau de la marque des bouteilles qu'on buvait, aux paquets de cigarettes qu'on fumait, aux affiches de concerts d'albums de musique qui sont posés sur la poubelle à verre qui est derrière. Tout a été voté démocratiquement à ce moment-là. Ah oui, tu as négocié avec eux pour savoir qu'est-ce que vous montrez. Oui, même les 3 films qui sont sur le cinéma pâté, plutôt que de mettre les affiches des films de l'été 2012, qui n'étaient pas très intéressants, je leur ai dit c'est quoi les 3 meilleurs films de tous les temps selon nous. Et donc, on a élu À toute épreuve de John Woo, Piège de cristal de John McTiernan et j'avoue un deuxième John McTiernan, Predator avec Schwarzenegger. Predator. Ah ouais, ok. Non, c'est vrai, c'est un très bon film. Oui, non, mais de toute façon, McTiernan, c'est génial. Okay. Oui, mais donc tu vois bien que c'est un habitus au sens sociologique, c'est-à-dire que vraiment il y a tout l'univers dans. Oui, j'y tiens, c'est vrai. J'aime bien montrer à la rigueur des choses qu'on. Et donc là, ça. Mais après, maintenant, on voit tout, donc je n'ai pas inventé l'eau chaude. Hein. Mais tes sujets, donc tu négocies avec eux pour faire le tableau, quoi. C'est-à-dire, tu dis qu'est-ce qu'on monte, qu'est-ce qu'on monte pas, est-ce qu'ils choisissent eux-mêmes leur t-shirt pour. Là, c'est mes potes. Donc, ouais. Antonio, il a voulu avoir le maillot du Chili avec le numéro 9 dessus. Alors, je ne me rappelle plus du joueur. Mais voilà, oui, parce que. Et puis, bon, quand il m'a dit que c'était rouge, c'était parfait. Mais d'ailleurs, c'est comme la figure centrale avec un t-shirt rouge, comme ton premier tableau. Là, c'est 2 grands formats avec des personnages qui posent très frontalement. Parfois, des fois, je fais des scènes où les personnages sont beaucoup plus discrets aussi. Hein. Là, ça tombe comme ça. Il y a un rapport très social, sociologique dans mon travail. J'aime montrer la société et les choses qui me touchent, mais après, j'ai choisi en fonction de ce que je vis. Si j'ai un peu la chance de voyager pour m'ouvrir l'esprit, même si j'aime pas trop voyager, je le peins. J'essaye de varier un petit peu les choses. Quoi. Voilà. Il y a aussi autre chose, c'est que tu as un goût du détail presque incroyable, quoi. C'est-à-dire que tu vas chercher c'est-à-dire que tu pourrais épurer ton image et au contraire, tu vas chercher des petits. Là, je pense à la bouteille de whisky en bas à gauche au niveau de l'arbre. Enfin, tu vas chercher tu fais des petites clopes qui traînent. Ça, c'est un goût. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans, en fait? Encore une fois, c'est pousser un certain réalisme ou c'est. Ça dit des choses, en fait. Je suis plutôt un storyteller, je pense. Donc, du coup, chaque petit détail, si ces mecs-là, ils écoutent les Delinquent Habits, le Wu-Tang, qu'ils ont bu telle ou telle bouteille, qu'ils portent telle ou telle fringue avec telle ou telle marque, peut-être, ou pas telle marque, on s'en fout. C'est pas. C'est pour chaque petit détail va participer à l'image que va se faire un spectateur du tableau. Un polo Lacoste ne voulait pas dire la même chose sur un jeune de 15 ans dans les années 90 que sur je sais pas. Un Bourges à La Rochelle. Ouais. Un Bourges à La Rochelle ou le mec qui tient le bureau de tabac aujourd'hui, pas loin de chez moi. Je veux dire, donc du coup, c'est ça. Et chacun a tous ces détails en tête, et ces détails sont aussi très désuets, c'est-à-dire la campagne de Leader Price en 1999, juste après la Coupe du Monde, c'était Zidane qui disait « J'adore vous faire gagner ». Ou Ségolène Royal, la France présidente en 2007. Enfin, je veux dire, avec le temps, je trouve ça savoureux aussi. Il y a des choses qui disparaissent, un paquet de cigarettes où il n'y a plus une photo horrible et où il y a un logo, ça n'existe plus déjà. Donc ça participe d'une époque, comme quand moi je regarde une peinture ancienne. Et toi, tu cherches à représenter vraiment un milieu, une époque, à un moment donné, dans un tableau. Enfin, il y a un côté comme ça, résumer un monde. J'aurais pas la prétention de. Non, mais sans prétention, mais de faire. Si tu le fais à fond, quoi. Ouais, voilà. C'est-à-dire que quand je m'y colle vraiment. Et avec les années, ce que j'adore de plus en plus faire, c'est aller vers des milieux que je ne connais pas du tout. Donc j'arrive vierge. C'est juste, je suis fasciné, où j'ai envie de peindre quelque chose, parce que je l'ai vu à la télé ou croisé comme ça, par-ci, par-là. Et un jour, je me dis, bon, je vais faire ça. Et je me lance dans la bagarre avec aujourd'hui un grand plaisir, alors qu'au début, j'ai plus peint mon propre environnement.
en bas de chez moi. Alors, je peins toujours des amis, je peins toujours des gens proches de moi, je peins toujours ce que je vis, ce que je vois, mais je vais quand même beaucoup par projet chercher Et depuis là, 2010. il y a des gens qui prennent ton travail comme un peu illustratif, ce avec quoi je suis pas du tout d'accord. Parce que je trouve que justement, tu as trouvé un style assez étrange qui est à la fois très dessiné et très peint. C'est-à-dire que, bon, évidemment, on ne peut pas le voir là en reproduction parce que c'est des photos, mais en vrai, tu as une matière très spéciale, presque primitive à la Bruegel qu'on va retrouver plus tard. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de dessiner, du dessiné peint avec un goût pour la matière quand même assez fort. Et ça, pour le coup, on a presque 20 ans de peinture. Et ça, c'est quelque chose que tu as gardé tout au long Comment tu gardes ce style, en fait? C'est un truc que tu te dis, c'est ma manière de le faire, comment tu l'as élaboré, ou ça se fait tout seul Alors, Oui, bon, je te demande ça, je connais la réponse. Hein, mais... oui, oui, oui. Non, je réfléchis en même temps. Ouais. Je suis très instinctif. Donc, il y a des choses que je vais dire là que je n'ai pas pensé du tout. Ouais, bien sûr. Vas-y, Voilà. mais ouais. Tu as le Du droit de dire coup, que tu n'es pas d'accord avec toi après, hein, ça, c'est pas un non, problème. non, mais Ouais, ouais. je vais essayer d'être en accord avec moi-même. Tu vas voir. En fait, le truc, c'est que euh, au début, je peignais comme un naïf, c'est-à-dire j'ai appris en faisant. Hmm. Et plus je peignais, plus j'essayais d'être moins caricatural, moins naïf et pas non plus photoréaliste. C'est-à-dire, même si aujourd'hui j'ai atteint un petit peu plus ce que je cherchais au début, c'est-à-dire plus de réalisme, bien que je recherche aussi à l'inverse aujourd'hui, tout le monde n'est pas Picasso, mais un peu plus de la fraîcheur du début, certains gestes que je n'ai plus de mélanger tout ça. Je fais quand même attention. Y a un mot que j'essaye de garder en tête, c'est le mot virtuose. Et j'essaye à tout prix de ne pas être virtuose de quoi que ce soit. C'est-à-dire, je chéris mes petites erreurs, mes perspectives, parce que j'assemble mes images qui se cassent un peu la gueule. Et ben, c'est très bien, ça me va. Une main qui est un peu tordue n'en déplaise aux puristes. Je m'en tape, je la peins comme ça parce qu'elle est venue comme ça. Et, 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 et finalement, je construis tout mon tableau comme ça. Du moment que je vais jusqu'au bout de tous ces détails, de toutes ces zones peintes les unes après les autres, avec les années, je me rends compte que si je lâche rien et que je vais jusqu'au bout, ça tiendra le coup à la fin parce que je l'aurai monté comme ça progressivement. Voilà. Et, Après, et d'un coup, il y a quelque chose de très affectif qui joue aussi au résultat. C'est-à-dire on a l'impression que tu aimes tes figures que tu es en train de peindre, que tu aimes même la réalité en général, parce que tu peins. Ça, il y a quelque chose de l'ordre de, je ne vais pas dire de la prière, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de, voilà, le monde est plein et je le représente plein comme il est. Et il y a quelque chose de tendre aussi dans cette. Je suis désolé de te le dire ça, hein, mais... non, non, mais j'en suis heureux parce que, en fait, je pense que ma peinture est beaucoup plus tendre que moi. C'est-à-dire que j'essaye d'être pas donneur de leçons, de pas juger. J'ai un avis critique, on peut le percevoir, mais je suis beaucoup plus sans concession avec le genre humain que la tendresse que j'y mets dans mes tableaux. Je suis assez d'accord avec ce terme. Et alors, d'un coup, la peinture, c'est quoi? C'est un repli où tu t'autorises à être plus doux que Alors là, dans la psychanalyse. c'est la question psychanalyse. Ouais. Écoute, je ne sais Parce pas. que moi, je te vois, enfin, on se connaît un petit peu personnellement, je Ouais, te vois souvent en colère de choses de la société, on va dire. oui. Et c'est vrai que il y a une quiétude que j'aime beaucoup dans ta peinture. Il y a presque quelque chose de l'ordre vraiment de l'amour du monde, quoi. Ouais. Oui, 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 Comme si c'était ton jardin secret, quoi. mais c'est peut-être Ouais. alors euh, honnêtement, c'est peut-être inconscient, ça pour le Mmh. coup, on oublie le terme de psychanalyse à la con, hein, Ah je oui. dis pas, voilà, c'est juste, je le peins volontiers comme ça, sans forcer, Mmh. et je préfère garder mon avis critique d'artiste qui prêcherait la bonne parole pour instruire les gens idiots. Je laisse ça à ceux Oui, tu qui fais pas veulent la bien morale en prendre ce peinture, rôle. quoi. Non, Ouais. surtout pas. Pas de militantisme Mmh. et pas de morale. Avoir un avis critique, oui. Euh, être un,
être d'une certaine façon engagé par les sujets que je choisis de montrer, donc quelque part de défendre, oui. Ouais. Militant. Justement, on avance bien dans notre émission avec l'Acier Lorrain, qui est un tableau que tu as fait. Donc là, justement, c'est l'usine, c'est les ouvriers et tout ça. Et là, pareil, je trouve que tu arrives à un très bon niveau entre ce que tu montes. Tu dénonces rien, mais le problème est là, quoi. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... Il suffit de montrer presque. Les gens sont tendres entre eux, ils sont sympas et tout. Puis en même temps, on sent que c'est très, très dur comme milieu, quoi. Ouais, alors là, ça fait un peu. C'est vrai, on dirait que je fais que des portraits de groupe ou de gens Non, mais paysages, tu fais mais plein de bon, trucs. c'est le choix des peintures qui est comme Bien ça. sûr. Ouais. Là, typiquement, j'ai entendu une émission à la radio pendant que, en fait, je crois que c'était sur RFI, c'était un reportage de mémoire de Daniel Vallot, et je trouvais que pendant que les ouvriers de ArcelorMittal se battaient pour que Mittal ne ferme pas le dernier haut fourneau de Lorraine, il y avait une émission à la radio qui durait une bonne heure de gens qui étaient en train de parler de l'amour qu'ils avaient de leur métier et qui parlaient donc de leur métier de métallurgiste avec passion et de leur outil de travail donc, qui était la scierie. Et ça m'a juste ça, ça m'a donné envie d'aller les peindre. Et donc, j'ai retenu le nom d'un des gars qui parlait, et il se trouve que c'était le secrétaire général de la CGT Florange, enfin ArcelorMittal. Donc c'est le personnage en rouge encore? Non, pas du tout. Lui, parce qu'il y a CGT. Ben oui, okay. Mais c'est pas souvent les gars que... Il y en a qui se mettent en avant, mais c'est pas forcément eux qui sont que je connais mieux parfois. Hein. Et du coup... il m'a dit, viens quand tu veux, rendez-vous mardi à Florence. J'y suis allé, j'ai emprunté la voiture à une amie et j'y suis allé. J'ai assisté au lever du soleil sur l'autoroute et c'est ce ciel qu'on voit derrière parce qu'à ce moment-là, il était blanc et c'était vraiment, il pleuvait, c'était pas beau. Et j'ai pris plusieurs photos pour avoir une espèce de panoramique de l'usine qui est énorme en fait. La ville est vraiment, l'usine est dans la ville. Donc, et on est rentré à l'époque discrètement dans l'usine pour prendre des images. Et eux, j'ai assisté donc ensuite à une intersyndicale de la CGT l'après-midi. Et donc, je les ai écoutés parler de ce qui se passait. Et c'est vrai que c'était une situation dure, quoi. Et ensuite, ils n'ont pas posé, mais ils étaient, à la fin de leur réunion, devant le préfabriqué de l'intersyndicale, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, du coup, devant le bâtiment, je les ai pris en photo indépendamment, avec chacun leur trait de caractère, leur humeur, celui qui est plutôt renfrogné, celui qui fait rire un peu les autres, celui qui est plus discret, celui qui est plus sérieux et tout ça, celui qui est con, parce qu'il y en a toujours un. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça... il y en avait un qui était là, qui était un retraité aussi. Il y avait un gars qui était venu avec son fils. Donc, du coup, j'avais aussi plusieurs générations. Je trouvais ça... Et puis, c'était... c'était le combat de gens pour garder leur travail. Et je trouvais ça assez bien. Et puis c'est encore une fois des gens qui ne sont pas forcément... Là, je pense au rapport entre peinture et médias, c'est des gens qui ne sont pas forcément représentés, ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale ou des choses comme ça. Il y a encore 9% d'ouvriers en France et on n'a presque pas d'image d'eux. Enfin, le travail, le vrai travail est complètement effacé de la représentation commune aujourd'hui, quoi. Ouais. Oui, moi, c'était... Par exemple, il y en a un qui s'appelle Olivier, qui est coincé en rouge à droite. Il était capable d'estimer la température du haut fourneau entre 1700 et 1900 degrés. Il était capable de l'évaluer quasiment à quelques degrés près à l'œil. Et il me disait que c'était un savoir-faire qui allait se perdre, comme savoir fabriquer l'acier spécifique pour Mercedes, etc. Donc, ils m'ont expliqué. Donc, du coup, moi, j'apprends aussi quand j'y suis. Il y a un petit côté mémoire aussi, parce que pendant que j'étais en train de peindre le tableau quelques mois plus tard, Mittal fermait le haut fourneau. Donc, et ça, tu as eu des retours donc des chômeurs maintenant, pas des ouvriers, sur le tableau ou pas trop? Je mentirais en disant que je suis resté proche d'eux. Non, mais tu leur as envoyé l'image aussi? Oui, à tous. Oui, tous ceux qui sont là, j'ai envoyé à Lionel, donc celui par qui j'ai eu contact dès le début. Je lui ai envoyé le nombre de reproductions du tableau qu'il fallait, quoi. Et ça, t'as eu des retours positifs, ils étaient contents ou je crois que dans un email, Lionel m'a dit que
Ça va ils rien. étaient contents, mais bon, moi, j'aurais adoré pouvoir l'exposer en Lorraine, par exemple. Voilà. Bah, c'est encore possible, hein. Comme un truc qui vient hanter. Ouais. Que Dieu t'entende. Ouais. Il faut que tu le vendes à Mittal, comme ça, tu le mettras chez lui. Moi, j'ai une petite anecdote comme ça. J'avais peint un boucher-chevalin et j'ai passé un mois sur lui et j'étais très fier d'aller lui amener le tableau pour lui montrer, quoi. Et en fait, il n'en avait absolument rien à faire. Et ça m'avait beaucoup troublé. C'est ça, c'est ça. Ça arrive. D'indifférence totale. Mais bon. Donc, on passe au dernier tableau qui est un portrait d'un homme qui s'appelle Piotr. Alors là, d'un coup, c'est un portrait parce que tu fais aussi beaucoup de portraits. Hein, tu as fait beaucoup de portraits de rappeurs ou de choses Enfin, tu as fait beaucoup de portraits aussi d'agriculteurs. Ça, on va voir les tableaux à la fin de l'émission. Mais tu fait beaucoup. Et donc, tu as fait des portraits aussi plus simples comme ça. Donc, c'est un tableau plus petit. Et ça, c'est un tableau récent qui date de 2020. Alors, dès le début, j'ai peint des SDF parce que quand je suis arrivé à Paris, j'ai habité à Barbès, à Châteaurouge, tout ça. J'ai peint aussi beaucoup ce quartier-là. Et aussi, la misère m'a beaucoup marqué et je l'ai beaucoup peinte au point d'en être pas satisfait au bout d'un moment parce que je trouvais que je me répétais là-dedans et je sais pas si la terminologie est bonne, mais je voulais pas faire de la porno miséria, quoi. Voilà, c'était un peu, je trouvais ça malsain aussi. Donc, j'ai arrêté de faire des portraits de SDF pendant longtemps, finalement. Et sauf que Piotr, il était en face de mon atelier pendant bien des années. Juste avant lui, il y avait un autre gars originaire de Pologne aussi qui s'appelait Marius, qui est décédé. Et Marius, je ne l'ai pas peint parce que je suis trop timide et finalement, lui aussi. Et puis Piotr était timide, mais là, du coup, j'ai plus discuté avec lui. On se voyait tous les jours et puis on ne parlait pas tous les jours. Mais, enfin, voilà. Et c'était quelqu'un d'une infinie gentillesse. Je l'ai pris en photo à un moment où son cancer allait mieux, où il était bien. Et du coup, j'ai fait son portrait. Je lui ai donné, bien sûr, l'image du portrait. C'est devenu l'affiche de mon expo que j'avais fait à Brive, à la chapelle Saint-Libéral. Donc, j'avais donné le catalogue de l'expo et tout, qu'il a gardé avec lui. Et son éducatrice à l'association L'Ami de Pain, dans laquelle il était, m'a un jour appelé pour me dire qu'il était décédé. Et que, en fait, ce tableau est aussi devenu le visuel de la cérémonie à l'église. Et voilà, quoi. Donc, c'est un petit portrait, là, pour le coup, tout petit format, hein, qui fait 30 cm de haut à tout péter. Mais voilà, je peux passer du 3,50 m très volontiers au format très, très intime comme celui-là, ou à une peinture en couleur, à une peinture en noir et blanc, une peinture sur bois, peinture sur papier. J'ai besoin de jongler avec les formats et un peu la technique. Et là, on met un détail sur Twitch du visage, et là, on voit bien que tu as aussi ta technique est vraiment picturale, au sens presque que tu n'es pas très loin de Dürer ou de gens comme ça qui vraiment travaillent à la ligne, mais à la peinture en même temps, quoi. Enfin, c'est pas du dessin, c'est pas de la peinture, enfin, c'est entre les deux, quoi. Comme ça, tu as des effets t'arrives à avoir des effets de matière dans le cou, dans les petits effets de menton. Enfin, je suis un peu formaliste, hein, excuse-moi, je suis moins affectif, mais non, mais mais c'est un truc que tu vas creuser dans la matière quand même pour avoir la qualité de peau, comme ça, une peau un peu burinée. En fait, j'en parle pas souvent de la peinture en elle-même. Ouais. J'ai plutôt, comme je te le disais, Je sais, parler des sujets que je peins. Ouais. Par exemple, j'adore Dürer, il n'y a pas de problème, mais par exemple, je suis infoutu. J'ai d'autres potes artistes qui sont peut-être plus pointilleux que moi là-dessus. Je suis infoutu d'analyser la peinture d'un Dürer techniquement. En fait, si tu regardes en haute def, par exemple, il fait beaucoup de petites lignes comme ça, les unes après les autres. Ouais. Je pense à, par exemple, Axel Palavi en ce moment, il peint beaucoup. Il peint comme ça aussi beaucoup par ligne. Et toi, tu arrives à avoir ce côté dessiné-peint qui est vraiment, que je trouve vraiment intéressant. Parce que c'est pour dire aux gens que c'est pas de l'illustration, quoi. Même les feuilles, au fond, t'es pas dans le dessin, en fait, vraiment. Tu es aussi dans la peinture, quoi. Le dessin, et je pense, on m'a souvent reproché peut-être ce côté illustratif. Hein, voilà, okay, bon. Mais tu n'es pas forcément un défaut, hein, d'ailleurs. C'est pas, voilà, on s'en fout. Les gens pensent qu'ils veulent. Voilà, chacun l'illustration en elle-même, c'est intéressant. Mais je pense que le dessin, comme je ne dessine pas au préalable et
que je ne suis pas du tout un dessinateur en fin de compte. Le dessin, par contre, le dessin est dans la peinture. Mais quand dans la peinture, dans la matière picturale, il est dedans. Il y a des endroits où il y a un peu plus de lignes. Pendant des années, j'ai eu tendance à faire beaucoup trop le trait de contour au pinceau, très très fin et tout. Mais je le faisais. J'avais du mal à ne pas cerner. Aujourd'hui, j'arrive, c'est une immense victoire sur moi-même. C'est un pas de géant pour moi d'arriver à ne pas faire un trait qui cerne. Ben là, on a un exemple très, très fort, c'est le côté gauche du visage de Piotr qui est presque flou ou évanescent, parce que entre le ciel et sa peau, il y a pas de distance. Et ça, il m'a fallu, le tableau, il date de 2020, il m'a fallu 12 ans pour y arriver presque, parce que je me rappelle qu'avant d'arriver à Amsterdam, à la Rijks Academy, je m'étais dit, je vais, pendant ces 2 ans de résidence, réussir à ne pas tout cerner et à ne pas tout détailler. Ça a été un échec cuisant. Au bout de 2 ans, je cernais toujours et je détaillais tout, j'arrivais pas, et ça a duré encore. Ça a mis beaucoup de temps à partir et ça y est encore un petit peu, je pense. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement en ce moment et on va conclure pour la première partie de l'émission là-dessus, c'est les feuilles. Parce que là, d'un coup, toi, tu fais feuille après feuille, quoi. Voilà. Putain. Et ça, pareil, moi, je comprends. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut faire le portrait des arbres comme on fait le portrait des plots. Par exemple, tu as des plots où il y en a un qui est un peu tordu et d'un coup, c'est un plaisir de peindre. Enfin, voilà, il y a les briques aussi sur les murs. Tu vas essayer de les pousser. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes pas à un effet feuille et que tu vas vers la feuille parce que c'est quoi cette pulsion, par exemple? Tu n'es pas fait, obligé de mettre un oiseau, par exemple. Là, il y a l'oiseau non, mais l'oiseau, j'adore mettre des oiseaux. C'est toujours... la nature nous regarde bien inquiète de ce qu'on est en train de faire. Avec les panneaux Franprix tout pourris. Oui. Mais par exemple, je pense que je ne suis pas capable de faire un effet feuille. Je sais pas, les effets, je ne pense pas être un peintre de la sprezzatura. Par contre, si je peins chaque brique de l'Institut Pasteur qui est derrière, c'est parce que ma joie, c'est quand quelqu'un peut voir ce tableau et dire « Ah, c'est l'Institut Pasteur, je travaille là. » C'est cool. Oui, mais il existe. Ça existe, et pour de vrai, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Alors, je suis désolé de nous presser, mais comme on a pris du temps, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Et je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi, et tu m'as proposé Le Triomphe de la mort, Peter Bruegel l'Ancien. Voilà, qui est un tableau qui est d'ailleurs à peu près dans une technique pas si lointaine de la tienne, puisque c'est quand même très dessiné aussi, avec des effets de masse et tout ça. Alors, on va voir un détail du tableau sur Twitch, parce que il est quand même très dur à voir, faut le voir en vrai, parce que là, comme ça, c'est très beau chien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce tableau qui pourrait être peut-être, je ne sais pas, le cerveau de Olivier Véran quand il pense à la pandémie? Je ne veux pas parler d'Olivier Véran. Bien sûr. Et donc, Bruegel, j'ai choisi ce tableau, mais j'aurais pu en choisir un autre. Voilà, c'est mon fond d'écran, c'est un tableau que j'adore, comme j'adore Une journée sombre. J'aurais pu choisir Van Eyck, j'aurais pu choisir Bosch, Memling, Debussy, Roger van der Weyden, n'importe qui, de Latour, Rembrandt, Vermeer. Voilà, franchement, c'est les nouveaux réalistes, Autodis, Frida Kahlo. Voilà, j'ai pris Bruegel parce que je pense que c'est celui par lequel j'ai le plus eu envie, et toujours j'ai le plus envie de peindre. C'est une guerre incessante entre tous ces grands maîtres, pour la plupart flamands et assez renaissants en général. Mais Bruegel, c'est celui qui, pour moi, est une espèce de quintessence qui me convient et qui me touche. Donc, tous ceux que j'ai cités me touchent beaucoup, et certains tardivement, c'est-à-dire mais Bruegel depuis le début. Et Bruegel, ce qui est drôle, c'est qu'il a un peu la même, encore une fois, ce truc-là de tendresse ou de fraternité pour les hommes, je trouve. Il y a un côté comme ça, des grands espaces, mais il y a aussi le côté petit bonhomme, les petits bonhommes, quoi. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a un côté un peu sympa.
Bosch est peut-être un poil plus cruel, ou en tout cas, Ouais. ça se voit moins chez Bruegel, en tout cas. Mais, Moins humain, en tout cas. Bruegel est plus ouais, humain, plus je pense que chaleureux. Ouais. Bruegel, peut-être enfin, je ne sais pas s'il les aime plus, mais je ne me rends pas compte. Bon, après, moi, je me sens très proche de cette peinture, hein, mais voilà, c'est évident. Ça me paraissait important de commencer par cette évidence et de pas tourner autour du pot, quoi. Et le fait que Voilà. ça soit la mort, c'est un truc qui est important pour toi ou pas, t'as choisi quand même celui-là. Donc c'est un tableau Ouais, où, c'est en gros, on celui-là dit que parce tout le monde va mourir, que ce soit les rois, enfin, tout, la grande universalité de la mort. Ouais. demande-moi si l'avenir de l'humanité m'inspire un futur radieux, je ne saurais que D'accord. répondre, mais Ouais. disons que non, je l'ai choisi parce que je le trouve fabuleux et il y a beaucoup de noirceur dedans, certes, mais enfin, si on faisait le tour de tous les artistes qui sont inspirés par la noirceur, on n'aurait pas fini de faire la liste. Donc, je sais Mais pas. ce que je veux dire, c'est que c'est plus allégorique parce qu'il y a plein de Bruegel qui sont très réalistes. Oui. Et d'un coup, là, Alors, il y a beaucoup de choses avec l'âge aussi. Ce qui me plaît n'est pas forcément des choses qui sont contenues dans mon bien travail. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, un Bruegel bien allégorique, ça me va. Par Mm. exemple, j'aimais pas Manet au début, enfin, j'y comprenais rien. Mm. Aujourd'hui, je trouve que Manet, c'est prodigieux. J'ai découvert Caravage il y a 5 ans. Donc, si tu veux, il y a des trucs qui sont qui mettent du temps à Bien savoir sûr. les apprécier. Et je pense que certains paysages, le romantisme et tout ça, j'y suis venu très très tardivement. Donc, Alors Manet, c'est un bon sujet de transition, puisque je t'ai demandé un tableau que tu n'aimais pas, ah et ouais. donc tu m'as proposé un tableau qui était exposé dans le fameux salon de 1863, à côté de l'Olympia, qui était en train de se faire défoncer par la critique. Ouais. Sachant que je tiens à préciser que Manet a toujours voulu être au salon et jamais en dehors du salon. Il était pas d'avant-garde au sens où il a toujours pensé que le salon était le centre et qu'il fallait jouer l'institution pour exister. C'est un sujet théorique et stratégique qui m'intéresse. Et donc, pendant que Manet se faisait détruire et voire décrocher et accrocher plus haut, je ne sais pas si tu sais ça, mais l'Olympia est accroché tout en haut pour pas qu'on le voit bien. Toi, tu proposes comme tableau que tu n'aimes pas La naissance de Vénus de Cabanel. Alors, qui a été, je crois, médaille d'or avec Napoléon III et l'impératrice, Ouais. pendant que Manet était raillé. Bah ouais, c'est le conservatisme face au populisme, peut-être, je sais pas, ou c'est les gloires de leur temps, quoi. Ils avaient du métier, ils faisaient ce qu'aimait bien la société. Bon, j'ai choisi celui-là qui m'ennuie terriblement et aussi par rapport à Manet, justement, pour tout ce que tu viens de dire, je trouve que c'est intéressant. Il y a du métier, hein. J'ai rien contre Cabanel, mais j'ai longtemps hésité avec Roche-Grosse qui a fait un chevalier aux fleurs. Je ne sais pas si tu connais ce tableau. Non, ouais. Ah, ouais, Roche-Grosse, il y a plus de matière, je crois. Là, j'ai pas Cabanel, c'est regardé. assez lisse. Ouais. Ouais, alors bon. C'est Non, mais pas dégoûtant comme matière, quoi, quand même. Mais... je sais pas. Enfin voilà, il y en a quelques-uns comme ça. Il y a quelques scènes aussi de un peintre qui s'appelle Béraud, qui a fait Jean Béraud, des ça, scènes plus où il y tard. avait des messieurs en costume et une femme qui sont dans une femme lascive, à moitié dénudée, avec le Christ à côté, et eux, c'est les apôtres, et il y a un titre mythologique avec tout ça. Enfin, Jean Béraud, moi, j'ai un peu de tendresse. Plus de il y a des tendresse choses mieux chez Non, mais il y a ouais. des choses mieux chez Béraud. C'est pour ça que j'ai Sur le Paris choisi 19e. Cabanel. Ouais. Écoute, voilà, moi, cette Vénus, c'est... Et en plus, quand tu vois ce qu'on reprochait à l'Olympia, qui était un nu, mais là, comme c'est Vénus, on ne peut pas le lui reprocher, puisque c'est Vénus, un thème mythologique. Donc, si tu veux, c'est toute l'hypocrisie aussi, parfois, des gens qui sont choqués de regarder quelque chose. Ça, par exemple, il y a un journal qui s'appelait Le Nu au Salon, où d'un coup, chaque année, ils mettaient tous les nus du salon dans un journal, qui était presque un journal pornographique au final, parce que c'était que des femmes nues, comme ça, voilà. Et évidemment, c'était que des figures allégoriques de femmes qui se pâment et qui se donnent. Bon. Donc, c'est allégorique. On va passer à un autre
Je t'ai demandé une œuvre qui a nourri ta pratique. Et là, tu m'as proposé Public Enemy avec l'album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Je dois dire que je n'y connais rien du tout. Donc, si tu peux en parler, ça m'arrange. En fait, ce qui m'a le plus nourri, et notamment quand j'ai commencé à peindre, c'est la musique, le hip-hop et le rap, parce que j'ai grandi, j'ai évolué avec ça. Et ça a été un petit peu une poutre, un appui pour moi pendant toutes ces années où j'ai peint, où je me sentais pas forcément en adéquation avec le monde de l'art, à tort ou à raison, ou en tout cas, voilà, je me sentais un peu en décalage de plein de choses. Et cette musique m'a ressourcé énormément. Le hip-hop a transpiré dans mes tableaux, mes premiers portraits en collaboration avec mon sujet, où je demandais chaque détail à la personne que je peignais. Donc, mon premier rappeur français, ça a été Oxmo Puccino. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé des vêtements à l'arrière. Oui, tu l'as portraituré. Ouais. Oui, ouais. oui. Mais c'était c'est rigolo parce que moi aussi. Ça, c'est assez marrant. C'est vrai. Oui, je te rencontré. D'accord. Ah, je suis Mais curieux. comme quoi. C'est ça. Et donc, Public Enemy, cet album, en fait, qui date de 1988. Ouais. C'est l'album qui m'a fait écouter vraiment de la musique, qui m'a fait aimer le rap. Je suis rentré là-dedans par cet album. Et quand j'ai rencontré Chuck D à New York, je ne savais même plus quoi dire tellement c'était un choc émotionnel total. Depuis, comme je suis un vieux con et que l'âge d'or de ma musique est un peu derrière, entre guillemets, même s'il y a des belles choses aujourd'hui, je me sens, moi, d'une certaine génération avec un certain style. Donc, du coup, j'écoute plus trop toujours la même chose en boucle. Donc, j'ai un petit peu arrêté d'écouter de la musique parce que comme j'écoute que du rap, je suis comme ça. Donc, j'ai un peu arrêté d'écouter de la musique depuis et je peins sans musique en écoutant n'importe quoi, pourvu que je sois distrait de ma peinture. D'accord. Et toi, tu as utilisé beaucoup, finalement, tu as fait beaucoup de portraits aussi de rappeurs, enfin de mecs de hip-hop et tout ça. Tout l'univers aussi, on va dire visuel, hein. C'est quelque chose qui t'a vachement influencé. Oui, et puis il y a le côté, coup de gueule quand même. C'est pas n'importe quel mouvement musical. Si j'étais capable d'écouter ça vraiment, le punk, c'est très bon, quoi. Enfin, voilà, les Sex Pistols, je trouve ça très très bon. Et dans le rap, il y avait ce côté, bon, c'est Afrika Bambaataa au début, voilà, on va transformer le meurtre d'un ami en énergie positive et créatrice avec de la musique. Et derrière, il y a des mecs qui ont commencé à dénoncer le système. Et puis, au bout d'un moment, c'est devenu du gangsta rap. Et c'était, regardez, je vais vous raconter toute la merde que je vois autour de moi. Et tout ça, c'est une espèce de suite, finalement, musicale, mais qui faisait son chemin dans ma tête aussi, quoi. Et il y avait parfois des métaphores, des paroles que j'avais juste envie de peindre ou qui devenaient le titre d'un tableau, quoi. Voilà. Et il y a quelque chose. Alors, on aurait pu dire que tu aurais pu être l'artiste. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ton travail, c'est qu'on aurait pu dire que tu aurais pu être le peintre du hip-hop. Et puis non, pas du tout. Ça t'arrive aussi de peindre des paysans, d'un coup d'aller peindre des ouvriers. Enfin, ça, c'est quelque chose de. Est-ce que tu penses, toi, à la fin de toute ton œuvre avec un O, E dans l'eau majuscule, que d'un coup, tu auras peint le monde entier, ou en tout cas, tu auras peint comme ça des mondes très différents Est-ce qu'on pourrait devoir peindre la bourgeoisie, je sais pas, oui, ou oui. les champs de course des chevaux, ou des... je sais pas, hein, je propose... Ouais. En fait, j'ai peint Saint-Germain-des-Prés quand j'étais aux Beaux-Arts. Hein. Comment dire? Là, récemment, tu as peint un très beau tableau qui était chez Valentin. Là. Ça, c'était... Chez Valois chez Valois, pardon. Chez Valois. Il était super, ce tableau. Ça, c'était où? Ça, c'était la coulée verte ouais, c'est ça. dans le 14e arrondissement, l'ancienne voie ferrée, avec des gamins qui cherchent une balle. Et le titre, c'est Balle perdue, qui est un titre des Sages-Poètes de la rue aussi. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc, au final, j'ai coupé ta réponse. Ouais. C'était... oui, mais moi, j'ai perdu la question. C'était que tu peins plein de milieux différents comme ça, oui. Et est-ce qu'à la fin... C'était... En fait, je commence... On est tous dans une case. Et au bout d'un moment, je commençais à devenir un espèce de peintre hip-hop. Et on me demandait toujours, est-ce que tu connais le graffiti? Est-ce que tu es proche de la culture? Et ben,
En fait, non. En fait, j'aime cette musique. Oui, je la connais, etc. Mais par exemple, j'y connais rien au graffiti, moi. J'ai jamais graffé et j'en avais marre d'être dans cette case peintre urbain, peintre hip-hop et tout. Donc, un jour, par exemple, c'est ce qui m'a motivé aussi. J'ai entendu un reportage sur M6 sur le salon de l'agriculture et les éleveurs bovins. Et j'ai dit, voilà, allez tous vous faire foutre, je vais peindre la campagne. D'ailleurs, j'ai grandi dans un village de 1000 habitants. J'y connais rien à l'élevage. Et c'est un beau métier aussi quand ça dépend comment il est pratiqué, bien sûr. Et du coup, c'était une certaine façon, il y a des pieds de nez, c'est-à-dire aller vers des univers que je connais mal ou pas du tout. Demain, je pourrais aller peindre des gothiques ou des mecs qui écoutent du métal, même si pour moi, cette musique, c'est dur, mais leur univers est fascinant. Et tous les gens que je connais qui écoutent cette musique sont des gens très bien d'ailleurs. Et du coup, notre réalisateur Nils qui nous écoute du métal. Voilà. Ça peut pas être une mauvaise personne. Ah oui. mais tu vois, mais du coup, c'est important pour moi dès qu'on te met quelque part, tu as envie d'en sortir, sinon tu peins des champs de lavande toute ta vie. Parce mais c'est aussi un courage par rapport à... Tu as été très identifié dans un milieu et c'est courageux de passer d'un truc à l'autre aussi, de manière aussi contrastée, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est d'un coup, tu touches des gens différents aussi, j'ai l'impression. Alors moi ça me fait du bien de peindre autre chose. Et il y a aussi derrière, en tant qu'artiste, on est tous pas très idiots et au final, si on est un petit peu clairvoyant, on sait tout à fait qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Moi, j'ai bien conscience qu'un beau paysage de New York ou de Los Angeles, si je le peins, ça va en général ça va capter l'œil, on va dire ça comme ça, plus facilement que si je peins peut-être la Mauritanie ou si je peins un éleveur corésien. Voilà. Donc, du coup, il y a aussi un moment où on se dit, OK, ça j'ai fait, ça je sais que ça peut plaire, qu'est-ce que je fais? Je continue encore alors que j'ai plus trop envie ou est-ce que vraiment je change complètement et j'en ai de plus en plus besoin, vraiment. Alors, on va passer à un livre sur l'art qui t'a influencé et tu m'as parlé d'un livre que je n'ai pas, que je n'ai pas réussi à retrouver sur Internet. Voilà, c'est le catalogue de Jean-Michel Basquiat par Richard Marshall, édité par le Whitney Museum en 92. Alors, tu m'as dit que tu lisais pas beaucoup de livres sur l'art, mais que celui-là, il t'avait marqué, c'est ça? Bon, j'ai dû répondre à ta question, en fait. Ouais. Donc, je me suis creusé la tête et pour être honnête, en fait, je parle de ce livre qui est en anglais, que j'ai jamais lu. Et j'ai regardé les images depuis que je l'ai acheté, ça devait être en 96. Parce qu'en fait, c'est pour dire que Basquiat, ça a été ma porte d'entrée dans la peinture. C'est bien d'aimer Bruegel, Van Eyck, mais c'est l'Everest. Et on ne commence pas l'alpinisme par l'Everest, on commence avec une colline un petit peu plus praticable. Alors, je ne dis pas que Basquiat est un mauvais artiste, hein, du tout, loin de là, j'adore Basquiat, mais c'était une porte d'entrée de la peinture qui était accessible pour moi. J'étais capable de peindre des scènes de vie quotidienne, de témoigner de ce que je voyais autour de moi, en commençant par Singer Basquiat, pas Singer Van Eyck. Ah oui. Donc, du coup, j'ai singé Basquiat. Et après, je suis devenu un peu plus naïf, etc. Mais ça a été je dirais, pas les premiers amours de peinture, mais le premier choc où je me suis dit, OK, peut-être je peux faire peindre. Peut-être je vais peindre. Et la figure, moi, c'est un truc qui m'a toujours étonné, c'est le côté christique de Basquiat, c'est-à-dire qu'il a quand même été détruit par le marché, hein, c'est-à-dire ils sont tous contents de l'exposer, mais ils l'ont tous tué à lui demander trop de travail. Enfin, toi, c'est quand même une figure de martyr artistique, quoi. C'est-à-dire, il devait tellement produire qu'il s'est brûlé complètement et qu'ils ont réussi à le jeter comme un vieux. Enfin, voilà, il y a un côté comme ça, vieux mouchoir. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui te parle, la pression de la société sur les artistes. Toi, tu mets beaucoup de temps à faire des tableaux et tout ça. C'est un truc. Comment tu te situes par rapport à ça? Parce que c'est toujours une question stratégique. Enfin, j'en ai parlé notamment avec des artistes comme Katia Brodarel, là, qu'on verra la semaine prochaine, mais c'est toujours le rapport entre le temps de la société et le temps de l'artiste. Toi, tu te situes comment par rapport à ça? Hors du temps. Moi, hors du temps, oui, mais c'est un luxe. Oui. Faut arriver à l'organiser, quoi. J'essaye d'organiser cette possibilité de peindre à mon rythme en fonction de ce qu'est ma vie.
Mm. Et forcément, peut-être Pascal, côté christique, ça plaît aussi. Oui, mais ce Ça que plaît, ce que je veux ça dire, c'est que plaît même dans le film, il montre jamais vraiment la violence que ça a été dans sa non, vie, finalement, non. de juste Et l'exploitation, puis c'est fini, il est mort, et puis voilà, c'est ça. Hein. est-ce que les gens savent ce que c'est en général que la violence de devoir créer dans un marché? Enfin, je veux dire, c'est Mm. quand bien même, je, si demain la lumière tombait sur mon travail et que si tu as un succès planétaire et que en fonction de ta pratique, peut-être tu ne pourras pas y répondre. Oui, ouais, ça, Sauf c'est la si question de la Amina production. Nozay te met dans sa cave comme avec Basquiat et qu'elle te fait faire la multiplication des petits pains. Mm. Mais j'ai arrêté d'essayer de me poser des questions par rapport à ça. C'est une autre époque, c'est plein de tempéraments, c'est plein de peintures différentes. Il y a des artistes qui sont hyper productifs, d'autres moins, et chacun se cale par rapport à ce qu'il aime et comment il veut faire son truc. Moi, je sais Mm. que ma pratique, elle est pas dans une société où l'image tourne à toute berzingue et Mm. il faut montrer le plus, avoir une actualité tout le temps, etc. Je sais qu'un travail comme le mien, Parce que tu travailles beaucoup quand même, hein. Tu as une production incroyable, enfin, foisonnante. je travaille, oui, oui. Non, mais tu travailles pas un petit peu, c'est ça que je veux dire. Non, 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 Mm. non. Mais je connais pas beaucoup d'artistes qui travaillent peu, en fait. En Euh, général, je trouve que c'est des ouais, bosseurs, c'est les vrai, artistes. c'est vrai, c'est vrai. C'est l'image, les gens ont une image de nous qui est qui est peut-être un peu fainéante, mais en général, je me trouve assez bosseur. Mm. Non? Si, bah, Ah, carrément. Ouais. Oui, oui, non, mais ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est ce que je trouve ça. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien que les gens se rendent. Je sais pas si j'aimerais bien. Tu as un certain courage à avoir ton temps à toi, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que tu es obligé t'es obligé de t'organiser presque stratégiquement pour réussir à préserver ce temps de production. sinon, je vais faire de la merde. Le truc, c'est que Mm. je sais que des fois, je pourrais être tenté d'avoir un autre style de peinture qui me plaît énormément. Et en fait, si je peins comme ça, j'ai rien à dire. Ouais. Il y a des esthétiques qui me plaisent plus que ce que j'essaye de moi peindre. Mm. Mais C'est pas ton j'ai truc. rien à dire. C'est pas un outil pour raconter ce que je veux faire. Donc du coup, enfin, T'as ton temps, quoi. Ouais, ouais, ouais. c'est un certain temps, un certain processus, et j'arrive pas à faire autrement. Donc du coup, la question se pose même pas. Et alors là, c'est un festival de transition, parce Ah, que pardon. je suis très Qu'est-ce- content, parce qu'on passe directement au peintre contemporain. Je t'ai demandé un peintre contemporain que tu aimais, et là, on tombe justement sur un artiste qui, lui, est dans un temps beaucoup plus rapide, beaucoup plus lâché, et qui est même, qui va, là, la référence qu'on a, c'est une image Instagram. Alors, j'ai préféré laisser l'œuvre comme ça, que c'est une œuvre que tu as vue sur Instagram, Ouais, et donc c'est le peintre anglais David Shrigley. ouais. Euh, voilà, donc je vous laisse lire. Your artwork is terrible and you should admit it. Et alors voilà, pourquoi c'est un artiste que tu aimes particulièrement Alors je suis un peu jaloux parce que alors déjà, il me fait terriblement rire. Bon, voilà, moi, ça me fait marrer, quoi. C'est un peu punk, c'est acide, il y a une petite méchanceté qui fait du bien. Euh, il y a un dessin, là, c'est un peu peint, mais il fait beaucoup de dessins aussi, mais au pinceau, et il y a ouais, une, une en noir et maladresse blanc. d'une aisance absolue. Même si c'est très mal dessiné, c'est très bien dessiné. Je trouve ça assez fascinant. Il Et a en fait un fait, très bon clip de Blur, je sais pas si tu l'as vu, Good non. Song. Le clip, c'est un dessin animé, c'est très très beau. Ouais, c'est lui D'accord. qui l'a fait. Ouais. Moi, je trouve que enfin, je ne sais pas si on le range dans la catégorie des peintres ou des dessinateurs, tant pis, mais je voulais aussi montrer quelque chose qui est très très différent de ce que je fais, mais pour lequel moi, par exemple, je trouve que lui, il est prolifique, mais pour le coup, je trouve que, bon, il y a toujours des meilleurs, des moins bons selon les goûts de chacun, mais Mm. il reste lui-même, il se plante pas, il trouve toujours la ressource de mettre un petit taquet quelque part, et des fois, il y a un côté, justement, il ne fait pas la morale avec ce petit côté grinçant comme ça. Je ne sais pas si c'est de l'humour anglais, j'en sais rien, mais qui me plaît bien, justement. Il ne se prend pas non plus au sérieux trop, enfin, il me semble.
Voilà. Donc, après, picturalement, c'est vraiment ce côté, ou plastiquement, c'est vraiment ce côté où quand c'est l'anti-virtuosité et pourtant, il maîtrise chaque geste. Oui, c'est efficace quand même. C'est comme Ouais. Basquiat, il n'y avait pas une coulure qui était là qu'il n'avait pas voulu laisser. Hein. On ne va pas croire le contraire, mais voilà. Je suis désolé, je te presse un peu, mais c'est parce Non, non. qu'on est déjà arrivé, on est déjà en retard. Bon, voilà. Je t'ai demandé une peintre, donc un peintre contemporain d'origine française. Et là, tu m'as parlé de Maud Maris, qui est également dans l'exposition Les Apparences à 100 mètres du monde, qui ferme, attention, qui ferme dimanche prochain. Donc, il reste une semaine, en fait. Voilà. Et donc là, tu as choisi un tableau de l'expo qu'elle avait montré à Pras de la Valade en avril. Voilà, je te laisse en parler. Bah oui, moi c'est une artiste dont j'aime beaucoup le travail. J'aime bien ces espèces de sculptures qu'elle fait, qu'elle peint. C'est des formes qui existent, mais qu'on n'arrive pas trop à identifier, mais qui nous rappellent toujours quelque chose au niveau des couleurs et du jeu des textures. C'est très séduisant. Voilà, je trouve ça très, très beau. C'est le mot écho, mais voilà, tant pis, des fois, faut l'utiliser. Et là, justement, dans sa dernière expo, vu que je connais quand même, je connais Maud et je connais aussi son travail depuis quelques années, ce que j'ai trouvé assez intéressant, alors peut-être qu'elle le faisait déjà, mais moi, je l'ai remarqué, c'est certains éléments devenaient flous, il y avait plus de reflets. Et du coup, ouais, une fois de plus, c'est des effets que je trouve c'est des effets de plan, de profondeur qui sont pas faciles à faire, qui sont tout en délicatesse comme ça que. Pour le coup, là, elle a une séparation très très forte et pourtant, enfin, on pourrait dire que c'est très dessiné parce qu'il y a la forme qui se détache comme Ouais, ça ouais, très très oui, fort ah oui, et pourtant c'est très subtil quand on le voit en vrai. La oui, photo peut-être renforce le truc, c'est vrai, c'est pas mais facile à là, il y a un truc de trouver. subtilité qui est très fort où c'est de la peinture quoi. Ah oui, oui, C'est c'est plus de la peinture que du dessin quoi. Ouais. oui, oui, pour le coup, là, c'est euh, pour plein de choses. C'est vraiment aussi un travail qui est aux antipodes de moi, ma manière de m'exprimer en peinture. Mais là, pour le coup, picturalement, moi, j'y trouve Hmm. pleinement mon compte. Mais après, j'ai des. Enfin, voilà, il y a des artistes aussi qui sont, je sais pas, enfin, des artistes contemporains qui sont dingues. Hein. David Ouais, oui. Hockney, il peint super bien. Enfin, voilà, Toymans, j'aime bien aussi, finalement. Hmm. Le bad painting d'Armen Eloya, mais ça se rapproche de, comment il s'appelle, la Schmidle aussi. Il y a de Kruyenbull qui est dans l'expo est très bon. J'adore Ah oui, Kruyenbull. Jörg Kreienbuhl, c'est un Ouais, peintre pas très connu, un peintre suisse qui c'est vendait, génial. donc c'est des images de bidonville. Ouais, c'est un À artiste. J'étais Nanterre, très content de pouvoir montrer des tableaux de un lui. chapeau. Et Ouais, le tableau qui est là-bas est très, très beau. Très, très beau. ouais. Merci à son prêteur. Euh, on va passer à l'actualité. Alors, ton actualité. Oui, juste, si vous voulez, je vais mettre en lien sur la chaîne YouTube un article une interview que j'ai faite de Maud Maris que je trouve bien. Donc voilà, je vous la mettrai en lien. Donc, ton actualité, c'est les apparences de l'exposition qui est à 100 mètres du centre du monde à Perpignan jusqu'au 12 septembre. Et donc là, on va te voir accroché à côté d'Anthony Véro et de Mathieu Cherkit, mais également plus loin d'Antoine Carbone. Voilà. Et on va avoir passé aussi un petit article de Elle Magazine où tu étais le chouchou, puisque sur 50 peintres, ils ont choisi ton visuel, ton tableau. Donc ça, c'est un tableau des Bourdoulous, c'est ça, c'est la campagne Oui, les Bourboulous, Ouais, Bourboulou. c'est une des festivals, donc un taureau de 1250 kilos, qui est une bête à concours. Donc, c'est des éleveurs de champions. Et en fait, j'ai fait un projet en étant un chamallow résidence d'artistes aussi en Corrèze, où j'ai exposé à Uzerche Très bonne le, résidence. Ouais. le travail de 2 ans où j'ai été sur le siège passager de, de la voiture de mon ami Jean-Pierre Barré, qui est vétérinaire, Mhm. auprès de plein d'éleveurs aux alentours d'Uzerche en Corrèze, et qui me les a fait rencontrer. Et donc, du coup, là, il y a 3 générations d'éleveurs. Et j'étais assez touché d'ailleurs dans ce tableau qui est donc le grand-père, un des 2 fils et les petits-enfants. Et d'ailleurs, je Ouais. crois qu'il s'appelle Thomas, si mon mémoire est exact.
qui est donc le petit-fils de Jean, qui tient le taureau. Il y a un anneau sur le nez du taureau et il le tient attaché, mais avec une délicatesse, avec une douceur. Mais c'était, alors que le bestiau est une masse de muscles. Bah, c'est les muqueuses quand même. Ouais. Hein, c'est quand même des muqueuses, c'est fragile. Hein. Mais bon. Oui, mais c'était, il y avait vraiment une harmonie entre l'homme et l'animal qui était assez fascinante sur le moment. Moi, je n'avais pas imaginé ça. Quoi. Bon, en tout cas, on remercie Thomas Jean pour son article dans Elle. Et on va passer aux questions. S'il y a des questions, Nils, j'ai pas vu ça passer parce que j'ai évidemment été mon Twitch n'a pas marché évidemment. Donc Nils, est-ce qu'il y a 2-3 questions? Oui, on a 2 petites questions. Première, ce serait justement par rapport à ton parcours. Je sais pas comment tu l'as précisé. Est-ce que tu as parlé de effectivement que tu avais un peu appris sur le tas, que tu avais parlé d'une école à Amsterdam, je crois bien. Donc savoir quelle formation tu avais fait. Ta formation, les écoles d'art. La formation. Tu as fait la Rix Academy, ça je sais. La Rix Academy, c'est une résidence que j'ai fait au bout de 10 ans de carrière à peu près, mais non, je suis sorti de l'école des Beaux-Arts de Paris en 2001 avec les félicitations du jury. Ah bon? En 2001? Ouais. Pas mal. Ouais. Ok. Ça fait non, parce que c'est une période où il y avait la peinture en 2001, c'était pas top. Ouais. Non, comme beaucoup d'entre C'est quel professeur? Si je te dis Wannes Amor. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, toi, tu connais. Ouais. Voilà, mais non, c'est une époque où on a appris à peindre et on nous disait la peinture est morte. Voilà. Ok, une autre question, Nils? Oui, justement par rapport à tes thèmes d'actualité, que c'est un peu tes prochains thèmes prévus pour tes sujets de peinture. Est-ce que tu comptes est-ce qu'on parle du grand projet? Tu as 3 minutes pour parler de ton projet géant. Non, mon projet il est quasiment terminé. Maintenant, il ne reste plus 80 endroits pour le montrer. Ça fait depuis 2013 que je fais L'œil du tigre, qui est un projet sur la boxe, en collaboration avec Jean-Marc Mormec. Donc, sur la relation qui est éculée entre l'art et la boxe. Mais vraiment, je me suis, comme Rocky 3, quoi, je me suis mis à côté d'un champion du monde pour voir ce que c'était que ne rien lâcher, s'entraîner tous les jours et quel combat c'était. Et tu as produit presque 80 œuvres autour de ça. Hein. Je ne peux pas compter parce que, par exemple, il y a une œuvre, c'est une installation de 60 tableaux. Oui, enfin, tu as beaucoup, oui. Voilà, moi, j'ai vu beaucoup de tableaux, en tout cas. Et je me suis challengé dans ma propre pratique, c'est-à-dire que j'ai fait des bas-reliefs, j'ai fait une sculpture d'homme, taille réelle, peintre. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses que je n'avais jamais faites jusqu'à maintenant. Et puis, voilà. Quoi, donc ça, c'est une expo pour qui veut. Voilà, voilà exactement. Écrivez-lui. Et derrière, là, je suis en train de commencer un travail depuis bientôt... quand je dis commencer, ça fait déjà peut-être 10 mois, mais c'est sur des relations affectives entre des hommes, des femmes et leur véhicule à moteur. Voilà. Trop bien. Donc, c'est des portraits de véhicules, finalement, avec leurs propriétaires dans leur environnement, mais c'est avant tout les portraits des véhicules. Donc, le titre du tableau, c'est BMW série 3, 316i, 1990, modèle 30, voilà, ou Fiat Panda 4x4, 1978. Bon. Nils, peut-être qu'on va arrêter là parce qu'on a déjà dépassé beaucoup. Merci beaucoup, Julien. C'était vraiment super intéressant et super bien. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Katia Bourdarel. Et puis, la vidéo de notre entretien sera sur YouTube très vite. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Nils. Merci, Nils. Merci à tous. Bonne soirée à tous.